c'est dur de faire un film. Faut un script qui tient la route. Bon, alors là, j'ai déjà perdu la moitié d'Hollywood, mais en plus, faut des équipes techniques, des acteurs, un réal, voire un réal de seconde équipe. Enfin, c'est tout un bazar pour juste sortir un film, qu'il soit bon ou pas. Mais faire une suite, c'est pas forcément plus facile. Alors oui, le world building est déjà fait, l'aspect visuel c'est plus ou moins réglé, mais maintenant que le film est connu, il y a des fans. Et qui dit fan dit attente. Le public, il a déjà une assez bonne idée de ce qu'il y a dans le film, et il faut trouver un moyen de leur donner ce qu'ils attendent sans pour autant tomber dans le recyclage. Bon, alors au moins Ridley Scott n'a pas eu besoin de se prendre la tête avec ça, parce que, il avait beau avoir réalisé le 8ème passager, c'est toujours la Fox qui détient les droits d'Alien. Et la Fox, elle s'en fout un peu d'Alien, Pour elle, le succès du film, c'était juste un effet de mode, et faire une suite, c'est courir au désastre. Alors, le projet d'une suite va juste être mis en pause pendant un sacré bout de temps. Bon, alors, de son côté, Scott ne restera pas sans rien faire, Il va faire un tout petit projet que vous connaissez peut-être qui s'appelle Blade Runner, et qui est considéré avec le neuromancien comme une des œuvres fondatrices du genre cyberpunk. Alors, merci Scott de m'avoir indirectement donné Edge Runner et de m'avoir traumatisé de fou, mais bref. Après un changement dans la direction de la Fox, le projet Alien 2 il est remis sur la table parce que cette fois-ci, Joe Wizan, le nouveau président de la Fox, il aime bien l'idée. Alors, la machine se remet en marche et on commence à chercher un script. Et c'est en cherchant ce fameux script que Larry Wilson, à l'époque exécutif de la Fox, va tomber sur un truc qui a pas l'air trop dégueu. Il découvre le script de Terminator. Et c'est vraiment bien. Pour un truc écrit par un mec qui a fait qu'un seul film Made in Corman à son actif, c'est même très bon. Alors Wilson il va remonter jusqu'à la Fox pour les convaincre de laisser James Cameron écrire Alien 2. Alors sur ça tout le monde est d'accord, mais le problème c'est que James Cameron il veut aussi réaliser le film, et ça passe un peu moins bien. Alors oui, pour le moment le projet va patauger encore quelques années, la seule chose qui avance bien elle c'est le script, parce que James Cameron lui il va travailler à fond là-dessus en attendant que Schwarzenegger soit de retour sur le plateau de Terminator, après que ce dernier ait été contractuellement obligé d'aller tourner dans Conan le Barbare. Et quand Arnold revient, et qu'à la surprise générale Terminator est un banger monumental, la Fox elle va se dire que c'est peut-être pas une si mauvaise idée de laisser ce fameux James Cameron réaliser le film. Mais Cameron lui il est pas sûr, il se rappelle de la réaction que les gens avaient eue de façon ultra viscérale dans la salle lors du premier Alien, et il sait pas si lui il arrivera à recapturer ce sentiment. Alors qu'Hans cela ne tienne, lui il y a un truc qu'il sait faire, c'est l'action. Alors la suite d'Alien, elle sera bourrée d'action, comme pour son Terminator en fait. Alors, est-ce que ce virage fonctionne vraiment? Est-ce que c'est possible de faire une suite aussi bien que le premier film, qui est déjà considéré comme un des meilleurs films de tous les temps? C'est ce qu'on va voir cette semaine. Salut à tous et bienvenue dans la caverne. Et cette semaine, sortez vos gros flingues et vos muscles luisants et surtout likez la vidéo parce qu'on va dézinguer du xénomorphe dans Aliens, le retour. Le film s'ouvre sur la capsule de sauvetage du Nostromo, enfin récupérée par un autre vaisseau avec toujours Ripley à l'intérieur. Wow, j'ai à grimper ou c'est moi? Ripley se réveille dans une station spatiale en orbite de la Terre où on lui apprend que le Nostromo a été détruit il y a 57 ans. Alors la nouvelle ne l'enchante pas trop, surtout que être la dernière survivante d'une rencontre du troisième type lui a laissé quelques séquelles et elle fait encore des cauchemars. Mais bon, ça, la Weyland Yutani s'en fout pas mal, Ce qu'elle veut savoir, c'est pourquoi elle a détruit le Nostromo et toute sa cargaison qui valait plusieurs millions de dollars. Alors elle explique en long, en large et en travers sa situation à la commission d'enquête, avec une de mes répliques préférées du film d'ailleurs. Did IQs just drop sharply while I was away? Mais tout le monde la prend pour une folle, parce qu'après tout, ça fait 20 ans que des colons ont foutu le pied sur LV-426 et personne s'est jamais plaint de maux de ventre fulgurants. Ah bon, c'est tranquille du coup, peut-être qu'elle a rêvé, Par contre, vu que personne la croit, elle est destituée de sa licence de pilote et se retrouve à travailler sur des docks spatiaux quand Carter Burke, l'avocat de la Weyland Yutani, débarque pour lui dire que « Oups, on a perdu le contact avec LV-426, c'est étrange, mais je me demande pourquoi, tiens, dites-moi, vous, la dernière survivante à avoir foutu les pieds sur ce caillou, vous pouvez venir avec l'armée pour voir ce qui se passe ?» Alors Ripley hésite, je rappelle qu'elle est quand même très traumatisée de ce qui lui est arrivé, mais elle décide quand même à accepter à seule condition que la descente sur LV-426 serve à anéantir tout ce qui s'y trouve et pas à capturer un spécimen. Et ça se voit que ça lui pèse de prendre cette décision, que vraiment elle a pas envie d'y retourner,
Mais puisque le film va nous montrer tout du long que Ripley a une énorme paire de couilles, elle choisit quand même d'accepter la proposition de Burke. Alors la voilà embarquée avec des Marines qui sortent d'hypersommeil pour... Putain, je m'étais promis que je resterais calme. Et tout le monde se prépare à débarquer sur LV-426. Et même... putain, il y en a qui perdent vraiment pas de temps. Bon, c'est le moment où on fait la connaissance du groupe, en même temps que Ripley d'ailleurs. Mais bon, cette fois-ci, vu qu'ils ont pas juste 7, j'ai vraiment la flemme de faire le tour, donc... Bah, le plus important, c'est de savoir que tout le monde s'entend plutôt bien, que c'est des bidasses et que la camaraderie règne. Mais une personne retient l'attention de Ripley. Bishop, l'androïde de bord. Parce que le dernier androïde de bord qu'elle a côtoyé, il était... pas son meilleur pote, quoi. Alors, même si le synthétique... Pardon, la personne artificielle assure à Ripley que pour lui, c'est impossible de causer du tort à un humain directement ou indirectement, on va dire qu'elle émet quelques réserves. Et entre sa peur panique des personnes artificielles du coup et son témoignage sur les événements du premier film, faut admettre que le groupe la prend pas très au sérieux. Ils s'attendent tous à une mission de routine et rien de bien mouvementé. Crois-moi qu'ils vont pas être déçus du voyage. Et quand tout le petit monde descend sur LV-426, au début, c'est plutôt tranquille. Alors oui, la colonie ressemble à un champ de bataille, il n'y a aucune trace des colons, mais au moins c'est calme. Alors le lieutenant Gorman, qui dirige toute l'opération, se dit que bon tant pis, ils ont raté la fête, la colonie est sûre. Mais Ripley, elle est pas vraiment de cet avis. Mais comme elle vaut rien dans la chaîne de commande, le petit groupe descend pour voir de plus près ce qui se passe dans la colonie et essayer de découvrir la vérité. Dans l'aile médicale, ils trouvent même des cadavres de facehugger et l'équipe repère quelque chose sur les détecteurs de mouvement. Peut-être un alien? Après 1 heure de film, il serait peut-être temps quand même. Ouais, vas-y, là, vas-y, fume-le! Non, merde, c'est une gamine, annule. Et c'est comme ça que le groupe fait la connaissance de Newt, dernière survivante de la colonie, et qui se débrouille seule depuis je sais pas combien de semaines en se cachant dans les conduits d'aération pour échapper aux aliens. Bon, du coup, toujours pas d'aliens à l'horizon, mais au moins maintenant le groupe sait à peu près où trouver les colons parce qu'ils activent leur puce de localisation. Alors tout le monde part en direction du processeur atmosphérique dans l'espoir de retrouver quelques survivants. Alors pour les survivants, c'est mal barré vu que l'entièreté du processeur est devenue un nid à aliens, mais ça m'étonnerait quand même que quelqu'un ait survécu à ça. Oh tiens non, j'ai menti, elle a l'air en vie elle. Et impec, y a plus qu'à lui demander ce qui s'est passé et... D'accord, j'ai rien dit, je pense qu'il n'y a pas de survivants. Par contre, ce qu'il y a, c'est des aliens, et beaucoup d'aliens. Non mais enfin, après 1h15 de film. Mais vu que Gorman avait ordonné à tous ces bidasses de rendre leur chargeur parce que il fallait quand même pas tirer accidentellement sur le réacteur nucléaire qui alimente toute la colonie, les marines super entraînés, ils se font pas mal défoncer. Alors oui, le lance-flamme c'est efficace, enfin quand tu le pointes pas sur tes potes. Et finalement, les seuls qui s'en sortent à peu près, c'est ceux qui avaient désobéi aux ordres de Gorman et qui avaient gardé leurs armes. Et ce génie de Gorman, il arrive déjà pas à faire suivre ses ordres, mais en plus de ça, il arrive même plus à en donner tant le fait de voir ces hommes se faire défoncer un à un lui coupe la chic. Alors Ripley assume son rôle de turbo badass et explose le mur du bâtiment avec le transport blindé pour exfiltrer ce qui reste des bidasses. Donc ce qui reste des marines se réfugient dans le centre de contrôle, histoire de penser leurs blessures, de se regrouper et de se barricader, mais surtout de comprendre qu'ils auraient dû écouter Ripley depuis le début. Mais bon, en vrai, ils s'en tirent bien, parce que tirer comme des fous dans le réacteur l'a même pas endommagé. Donc il suffit d'attendre le transport, de retourner en orbite et de lâcher une grosse bombe nucléaire sur toute cette merde, histoire de régler le problème. Tiens, voilà le transport d'ailleurs. Par contre, la pilote, elle aurait peut-être dû écouter son mécano quand il a dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans la soute, parce que conduire avec un alien en passager clandestin, c'est pas très facile, demander à l'équipage du Nostromo. Et du coup, le vaisseau se crache, dans un plan qui est vachement stylé d'ailleurs. Mais bon, le groupe se retrouve piégé sur la V426 avec je sais pas combien de xénos et aucun espoir de transport avant au moins 2 semaines. Et là, va falloir se débrouiller, donc les survivants se barricadent dans la colonie en attendant les secours. Et pendant ce temps, Bishop apprend à Ripley ce qu'il a découvert en examinant les cadavres de facehugger. Il y a quelque chose qui pond ses œufs. Et surtout, c'est Burke qui a autorisé la colonie à explorer le vaisseau alien, donnant lieu à tout ce bordel. Il a donné l'ordre d'explorer le vaisseau et pas par curiosité scientifique, il a donné l'ordre après avoir rencontré Ripley, donc en toute connaissance de cause, et sachant pertinemment ce qu'il y avait dans le vaisseau, et il a prévenu personne. Mais quel crevard! Mais tu m'étonnes qu'il était contre détruire la colonie. Tout ça c'est son plan, ramener l'alien pour en tirer un profit. Mais de toute façon, la Weyland-Yutani qui sacrifie ses employés pour étudier l'alien, vous allez voir, c'est un sacré thème récurrent dans cette franchise. Et le pire, c'est que ce connard de Burke, il tente d'infecter Ripley et Newt avec un embryon d'alien pendant leur sommeil. Alors déjà, toucher à ma reine Sigourney Weaver, ça te met pas dans mes bonnes grâces, mais une gamine? J'ai bien hâte qu'il crève celui-là.
Et c'est pour bientôt puisque l'équipe apprend que le crash de la navette a endommagé le réacteur qui risque d'exploser dans quelques heures à peine. Alors pour employer du jargon technique, c'est la sauce. Alors Bishop a une idée, ramper dans un conduit pour atteindre l'antenne relais afin de piloter à distance la navette qui reste dans leur vaisseau qui est toujours en orbite. Il va falloir faire vite parce que les aliens sont là, ils se sont introduits par les faux plafonds et le chaos éclate dans la colonie. Alors cette énorme timpe de Burke s'enfuit et profite pour bloquer la seule sortie, parce qu'après tout, autant être une merde jusqu'au bout. Mais là, miracle et satisfaction totale. Un alien lui tombe dessus et il meurt. En hors-champ. Oh. Non mais quand tu fais un perso aussi détestable dans un film, la moindre des choses c'est de lui donner une mort bien satisfaisante où il souffre le plus possible, histoire de bien satisfaire le spectateur. Putain, je suis presque déçu. Bon, en tout cas, Newt, elle a de la ressource, parce qu'elle guide les survivants à travers les conduits d'aération pour s'échapper du complexe, le tout couvert par les tirs de Vasquez qui ferment la marche. On a même un petit moment de rédemption pour Gorman qui était inutile jusque-là, mais qui maintenant décide d'aider Vasquez quand elle se fait encercler. Mais rien n'y fait, ils se font surmener par les aliens et décident de se sacrifier en explosant le conduit pour essayer de bloquer leur avancée. C'est un beau geste, mais le souffle de l'explosion fait tomber Newt dans une conduite qui l'amène tout en bas du complexe où elle se fait enlever par un alien sous les yeux de Ripley, impuissante. Mais Ripley, elle nous a pas habitués à se tourner les pouces, alors elle emmène X et Bishop au vaisseau fraîchement arrivé et elle s'arme jusqu'aux dents pour aller exploser de l'alien et sauver Newt. Et juste pour savoir, c'est possible d'être plus badass que ça ? La meuf, elle veut tellement avoir des flingues qu'elle scotche un lance-flamme et un fusil à impulsion ensemble. Mais franchement, il y a quoi de plus cool ? Alors prête à botter des culs, Ripley s'enfonce dans le complexe et retrouve Newt en vie mais entouré d'œufs, des œufs, pondus par la reine alien, gigantesque et vachement bien foutu, what the fuck ? Non mais allez-y, faites ça sans image de synthèse Hollywood, j'aimerais bien vous y voir. Putain, ça me manque les grosses marionnettes comme ça de l'époque. Mais bon, heureusement, Ripley arrive à tenir la reine à distance en menaçant ses œufs. Mais bon, quand les facehuggers commencent à éclore de partout, elle commence à brûler tout ce qu'il y a devant elle et dézingue des aliens par dizaines, afin d'atteindre la navette juste à temps pour fuir l'explosion du complexe. Tout est bien, qui finit bien et... Attends une minute, c'est un film alien, 4e acte, c'est ça ? Bah tiens, j'avais raison, la reine alien a réussi, on sait pas vraiment comment, à monter à bord et menace de nouveau Newt qui se cache dans les conduits désespérément. Mais Ripley débarque une nouvelle fois aux commandes, cette fois-ci d'un exosquelette qu'on l'avait vu utiliser un peu plus tôt dans le film, et sort ce qui est sûrement l'une des répliques les plus iconiques du cinéma. Get away from her, you bitch! Et alors c'est l'heure de la baston, alors gauche, droite, shoryuken, commande gramme et bam! La reine alien est éjectée dans le vide spatial, ce qui a l'air d'être vraiment la seule manière de se débarrasser de ces connards. Et Newt se jette dans les bras de Ripley qu'elle appelle maman. Je chiale pas, ok, c'est juste une poussière dans l'œil, ok. Ripley met X et ce qu'il reste de Bishop qui s'est bien fait défoncer en hyper sommeil avant de placer Newt dans une autre capsule et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution entre Ripley et Newt dans les prochains films. Ça va vraiment être trop cool et ce serait vraiment dommage qu'il leur arrive quelque chose, n'est-ce pas ? Mais bon, c'est ainsi que se termine Aliens 2, le retour. Il est bien ce film. En tout cas, il est réussi. Les visuels sont toujours en rendez-vous et ça se voit que James Cameron il a commencé en tant que maquettiste avec ses plans qui n'ont pas peur de nous montrer ces magnifiques décors et autres maquettes qui viennent une fois de plus enrichir l'univers visuel déjà très marquant du premier film. Du côté Alien, je suis pas le plus grand fan de ce nouveau design des xénomorphes que je trouve un peu moins épuré que dans le premier film, mais je suis très client de la reine Alien, un animatronique gigantesque de 4 mètres de haut, au design incroyablement cohérent et que Cameron ne cherche pas à nous cacher comme dans le premier film. Ici on nous met des gros plans qui nous montrent toute la stature de la créature pour vraiment nous en mettre plein les yeux. Mais mon problème il vient d'ailleurs de ce point-là, parce que Cameron il voulait de l'action, et de l'action on en a, mais on n'en a que après la première moitié du film qui semble comme vouloir nous cacher les aliens, alors que justement après ils ne le font plus du tout. Alors je sais pas si c'est moi, mais pourquoi entretenir le mystère ? On sait déjà qu'il y a des aliens dans le film, on a vu le premier, on est là pour ça. Et on sait aussi qu'ils sont plusieurs puisqu'on a appris en CP que le S marquait le pluriel, alors pourquoi attendre aussi longtemps pour nous les montrer ?
Surtout qu'une fois en place, encore une fois, c'est parti pour un roller coaster qui ne prend que de rares pauses, enchaînant des scènes haletantes et des moments de bravoure exaltants. L'action est prenante, viscérale et incroyablement crue. Clairement, James Cameron sait ce qu'il fait, et déjà à l'époque, on peut voir son talent pour créer des scènes d'action aux enjeux bien forts et définis. Mais ce qui me titille le plus, c'est que cette première moitié du film, qui du coup semble presque chiante en comparaison avec la deuxième moitié, n'est pas dénuée d'intérêt. Le scénario se met bien en place, on introduit toute une galerie de personnages importants et intéressants avec chacun leur personnalité, même si film de monstres oblige, la plupart se fait désinguer dès la première rencontre avec les aliens. Mais quand j'ai regardé le film, il y a quelque chose qui m'a marqué, et c'est assez rare que ça me marque, mais j'avais l'impression de ressentir les scènes coupées. Je pensais qu'il manquait des choses. Alors on le sait, depuis que Cameron il aime bien faire respirer ses métrages avec des final cuts à la durée généreuse, on va dire. Mais là, je me suis renseigné du coup, et oui, le film a été pas mal réduit au montage. La Fox voulait essayer de faire passer le film sous les 2 heures pour pouvoir programmer plus de séances par jour. Bon déjà c'est raté parce que le film fait 2h15, mais en plus on perd des scènes super intéressantes et d'autres qui sont carrément ultra importantes pour l'évolution de Ripley. Alors déjà je suis pas fou en pensant que le premier acte manquait de peps, parce que Cameron avait enregistré des images où on voyait le début de l'invasion alien dans la colonie. Mais le plus important, c'est que dans une autre scène coupée, Ripley apprend que son absence lui a fait manquer la mort de sa fille, disparue 2 ans auparavant des suites d'un cancer. Et c'est la seule mention de toute la saga qui sera faite à Amanda Ripley, et faudra attendre la sortie du jeu Alien Isolation en 2014 pour revoir le personnage. Et c'est dommage, parce que du coup, retirer toute mention du fait que Ripley est une fille enlève une information pourtant capitale sur le thème principal du film, la maternité. Si le premier film Alien avait été écrit sans prendre en compte le genre des personnages, ce qui avait fait que Ripley était devenu un personnage féminin seulement après que Sigourney Weaver ait rejoint le casting, ici c'est clairement pas le cas. James Cameron il déteste les personnages de Demoiselles en détresse et là il nous le montre, avec une Ripley toujours pleine de ressources et bien plus compétente que la majorité des Marines masculins qui l'accompagnent. Et cette représentation de l'héroïne féminine rentre en parfaite cohésion avec le thème principal du film, être mère. Que ce soit pour la reine alien qui est mère à sa façon des autres aliens, ou Ripley qui va devenir mère un peu par substitution de Newt, c'est vraiment le thème principal du film. Un thème déjà présent dans le premier Alien, mais dans une forme, je dirais, plus lubrique, avec cette imagerie rappelant les organes sexuels, et ces métaphores à peine cachées de l'acte en question, sans oublier bien sûr la naissance du chest buster, représentation d'un accouchement difficile. Si Alien parlait de maternité dans sa forme la plus crue et physique, sa suite vient approfondir le sujet sur sa forme spirituelle. Ripley n'a aucun lien de parenté avec Newt, mais c'est pourtant leur relation qui porte le film. Les deux apprenant à se faire confiance et à dépendre l'une de l'autre pour atteindre cette scène finale lourde de sens où Newt accepte Ripley comme sa mère. Un lien de parenté qui va s'opposer d'un côté avec Ripley et de l'autre avec la reine alien, l'une étant prête à mourir pour sauver son enfant, tandis que l'autre se sert de sa progéniture pour assurer sa propre survie, opposant donc deux visions parfaitement différentes de la maternité. Alors oui, si on aurait voulu une explication un peu plus poussée de l'instinct maternel presque inexplicable de Ripley, autre que « c'est une femme donc elle aime forcément avoir une gamine », ça aurait été quand même un peu plus judicieux de laisser la scène où on apprend qu'elle a déjà eu une fille. Mais cet aspect maternel du personnage entre aussi en contradiction avec son rôle dans le film, celui du héros d'action. À l'époque, Hollywood s'est bourré de personnages masculins aux muscles saillants et aux flingues rutilants, à l'image de John Rambo, dont le deuxième film venait à peine de sortir un an auparavant, sur un scénario signé « Ah bah tiens, qui voilà-je » Et est-ce que c'est tiré par les cheveux de penser que James Cameron a pris tous les codes qu'il a posés sur Rambo et les a appliqués à Ripley ? Je pense pas, Et ça fait plaisir, parce que dans les années 80, les héroïnes non stéréotypées, ça court pas les rues. Y a bien la princesse Leia, mais là faut plutôt dire merci à Carrie Fisher qui refusait de jouer le personnage de princesse inutile écrite par Lucas. Alors, voir débarquer une héroïne qui reprend tous les codes du héros de film d'action, muscles et tout, les gros flingues, tout en gardant un instinct maternel typiquement féminin, ça fait plaisir. Et pour être sûr que Ripley reste une femme même dans l'imaginaire du spectateur, Cameron a rajouté le personnage de Vasquez,
une autre femme du film, mais bien plus proche de l'archétype dit de la garçonne. Une femme dont le côté masculin est mis très en avant et dont même les autres personnages en viennent à questionner le genre. Vasquez est un bon personnage, mais son utilité prend tout son sens en opposition avec Ripley. Avoir deux personnages féminins ultra badass, l'un étant garçon manqué et l'autre très maternel, permet de peindre l'archétype dans son ensemble, prouvant que l'héroïsme n'est pas réservé aux héros bourrés de testostérone. Et de l'autre côté, il y a Hudson, personnage qui perd rapidement son sang-froid et devient quasiment hystérique quand la situation se dégrade. Il hérite donc d'un archétype assez péjoratif et qui était alors très majoritairement dominé par des personnages féminins. Et c'est en jouant sur ces codes et sur le genre d'archétype de personnages alors suffisamment établi qu'Alien réussit son pari de devenir une suite qui fait honneur à l'original tout en portant son propre message haut et fort. Le tout emballé dans un film d'action prenant au visuel toujours à la hauteur de leur réputation et à l'histoire foutrement bien ficelée. Mais ce que Alien réussit par-dessus tout, c'est de montrer une nouvelle façon d'écrire l'héroïne, ouvrant la voie encore aujourd'hui à certaines des personnages féminins les plus importantes de la pop culture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Aliens le retour, que finalement j'ai vu pour la première fois pour cette vidéo, et après avoir vu Romulus que j'ai vraiment adoré. Donc du coup, dites-moi si la vidéo vous a plu ou pas. Lâchez un abo, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça fait grossir la chaîne. Perso, de mon côté, je vais continuer la rétrospective Alien, mais j'ai bien envie de mettre les bouchées doubles, parce que Alien 3 et 4, j'ai pas autant de choses à dire dessus, donc je pense faire une grosse vidéo d'une demi-heure. Comme ça, je fais les deux d'un coup, et surtout, ceux qui aiment pas Alien, ils seront contents que moi je parle d'autre chose après. Donc voilà, si ça vous plaît, dites-le moi, je pense que faire les deux d'un coup, ce sera pas mauvais. Je vais faire pareil avec Prometheus et Covenant, peut-être les faire en une seule vidéo. Mais bon. Du coup, ça va être fait. Après, vidéo sur Alien Isolation ou pas, ça dépend si ça vous plaît, dites-le moi si vous voulez le voir en commentaire. Et ensuite, j'attaquerai sûrement la rétrospective sur Predator. Ou alors on fera autre chose, vous savez, je change d'avis tout le temps. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il me reste du pain sur la planche. Alors je vous laisse, et je retourne fouiller ma caverne.